Cap sur l'édition de l'information de ce jeudi sur Lumière du Monde Télévision. Merci de nous rejoindre. Voici le sommaire de ce journal. À la une de l'actualité, naturellement, c'est l'attaque terroriste du musée Bardo à Tunis qui retient l'attention. Ce mercredi, 22 personnes ont été tuées dans une fusillade survenue aux abords du plus grand musée de Tunisie. 20 ressortissants étrangers figurent parmi les victimes. Il y a quelques 3000 km plus à l'est, c'est l'inquiétude en Cisjordanie après la réélection de Benjamin Netanyahou aux législatives de mardi en Israël. Les dirigeants palestiniens se préparent à une riposte diplomatique. Vous aurez du mal à le réaliser. Aux États-Unis, 3 petits garçons ont été assassinés au poignard par un jeune homme de 18 ans sous les yeux de leur mère. Cela s'est passé dans la nuit de mardi à mercredi dans la ville de New Bern, en Caroline du Nord. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier, c'était le chaos dans le quartier de Bardo à Tunis, lorsque plusieurs hommes armés ont ouvert le feu sur un quart de touristes venus visiter le musée national du Bardo avant de se retrancher à l'intérieur de l'établissement, où ils ont fait de nombreux otages avant de se faire éliminer par les forces de sécurité. Le bilan de la fusillade est lourd. 22 personnes sont mortes, dont 20 ressortissants étrangers. Le récit d'une journée affolante. Le bilan de l'attaque contre le musée du Bardo à Tunis s'est encore alourdi. L'attaque a fait 20 morts et une quarantaine de blessés. Parmi ces 20 victimes, 18 sont des touristes étrangers. 2 hommes armés, peut-être plus, ont ouvert le feu sur un quart de touristes venus visiter le musée à la mi-journée avant de se retrancher dans le bâtiment et prendre en otage une vingtaine de personnes. Je ne peux rien dire d'autre que dire que c'est une énorme tragédie, déclare le président tunisien venu sur place. Il n'y a pas d'espoir pour ces gens et la Tunisie doit se lever contre ces militants et les balayer. Parmi les victimes figurent 2 Français et 5 autres sont blessés, dont 2 gravement. À l'issue de la prise d'otage de 2 heures, les assaillants ont été tués et tous les touristes libérés. C'est l'attaque terroriste la plus violente en Tunisie depuis 2002. Je vous le disais donc, 20 ressortissants étrangers ont perdu la vie dans l'attaque, dont 2 ressortissants français. Et à Paris, les réactions n'ont pas tardé à tomber. Voici ce que disait le chef de l'État français quelques heures seulement après l'attentat. Au moment où je m'exprime ici, dans ce musée du Louvre, dans un autre musée, à Tunis, une attaque terroriste vient de se produire. Elle aurait fait de nombreux morts et plusieurs blessés. Et j'ai immédiatement appelé le président tunisien pour lui exprimer notre solidarité et notre soutien dans cette épreuve. Chaque fois qu'un crime terroriste est commis, où que ce soit, nous sommes tous concernés. Nous le sommes quand il s'agit de vies humaines effroyablement broyées par la machine terroriste. Nous avons eu ces événements douloureux en France au mois de janvier. C'est vrai aujourd'hui à Tunis comme ça l'a été à Copenhague. Nous sommes tous concernés. Nous sommes également concernés, et c'était le sens de cette visite ici, dans ce lieu de culture, dans ce lieu d'histoire, dans ce lieu de mémoire, lorsque des œuvres qui sont le patrimoine de l'humanité, qui sont aussi l'histoire de l'Irak, de la Syrie, sont détruites par les mêmes fanatiques, les mêmes terroristes qui s'attaquent à l'histoire comme ils s'attaquent aux personnes. C'est le même dessein, c'est la même volonté, briser, casser, diviser, rompre, éradiquer tout ce qui a pu exister avant pour éradiquer tout ce qui est valeur essentielle de l'humanité.
Sur place également, les autorités ont tenu à marquer leur solidarité avec les victimes. Comme on le voit sur ces images, une délégation gouvernementale tunisienne de haut niveau, conduite par le Premier ministre Habib Essid, s'est rendue au chevet des blessés. Pour le gouvernement tunisien, c'est désormais la guerre contre le terrorisme. Quelques réactions dans cet élément. C'est cette occasion pour manifester mes condoléances à tous ceux qui ont été malheureusement tués à travers cet acte de barbarisme. C'est la guerre contre le terrorisme, ça a touché Paris comme ça touche la Tunisie, comme ça touche la Libye avec des actes barbares, des barbares qui ont égorgé 21 Égyptiens. Je pense qu'aujourd'hui, le monde est en guerre contre ces terroristes. Il faut aussi relever la réaction de la rue. Dans la soirée d'hier, des centaines de personnes se sont rassemblées à Tunis spontanément pour dénoncer cet acte de barbarie, de la déception et de la révolte. Voilà ce qui transparaissait dans les propos des manifestants. Je suis trop déçu du gouvernement. J'étais optimiste sincèrement, mais là je suis plus optimiste. Je suis très déçu. On est perdu. Je suis totalement pessimiste aujourd'hui, complètement pessimiste. Ils ont frappé un secteur qui fait vivre des millions de Tunisiens. Notre économie déjà peine à démarrer, là ça va être le coup de massue. Et on change complètement de sujet pour évoquer les réactions internationales suite à la réélection du chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahou lors des législatives de mardi en Israël. Il faut dire que le succès inattendu de la droite israélienne a quelque peu désarçonné les partisans européens de la création d'un État palestinien, alors qu'à Washington, si la Maison-Blanche tarde à se prononcer, le Parti républicain a déjà salué la victoire de son allié sioniste. Le reportage. Les réactions ne se sont pas faites attendre après l'annonce de la victoire de Benjamin Netanyahou. Aux États-Unis, tout d'abord, le camp républicain a salué le succès du Premier ministre 2 semaines seulement après son discours particulièrement controversé au Congrès. Président de la Commission des Affaires étrangères, le sénateur Bob Corker a réaffirmé son soutien au chef de file du Likoud. La plus vieille et plus stable démocratie du Moyen-Orient a une nouvelle fois eu une élection très disputée et va former pacifiquement un nouveau gouvernement. Une perspective qui pourrait déplaire au président Obama, qui s'est d'ailleurs refusé à tout commentaire. Une décision qui n'a rien à voir avec une possible inimitié selon la Maison-Blanche. Le président a pour coutume d'attendre la formation d'une coalition avant de s'exprimer. Point d'orgue de cette mésentente notoire, l'avancée des pourparlers avec l'Iran pour un accord sur le nucléaire. Réuni à Lausanne avec son homologue iranien pour la suite des discussions, John Kerry s'est contenté d'appeler Netanyahou. Mais les désaccords demeurent car Washington a rappelé son engagement en faveur d'une décision à 2 États. Alors que Benjamin Netanyahou reste inflexible sur l'Iran, Téhéran a affirmé que son parti n'était pas différent de n'importe quel autre agresseur sioniste. Si de son côté l'Union européenne a félicité le Premier ministre pour sa victoire, la chef de la diplomatie n'a pas hésité à le rappeler à l'ordre. L'Union européenne s'engage à travailler avec le nouveau gouvernement israélien à une relation mutuellement bénéfique ainsi qu'à une relance du processus de paix, mais plus que jamais, un leadership audacieux est requis de la part de tous pour trouver une solution globale, stable et viable à ce conflit qui a privé trop de générations de paix et de sécurité. Alors que de nombreuses capitales espéraient un changement de parti et une inflexion de la politique étrangère israélienne, la victoire de Netanyahou pourrait bien relancer les tensions sur la scène internationale. Et en Cisjordanie, c'est un vent de panique qui souffle après cette élection pour les dirigeants palestiniens. Le triomphe du Likoud ne fera que raviver les tensions puisque son candidat avait promis s'opposer avec fermeté à la création d'un État arabe aux côtés d'Israël. Alors, loin de vouloir rester attentiste, l'autorité palestinienne a décidé de monter au front sur le plan international pour combattre le futur gouvernement Netanyahou. Les précisions. Vive inquiétude côté palestinien face à la victoire d'un Premier ministre israélien sortant qui a promis dans les derniers jours de sa campagne qu'il n'y aurait pas d'État palestinien.
Des dirigeants palestiniens ont demandé ce mercredi à la communauté internationale d'exercer une pression sur Israël et de les soutenir dans leur lutte vers la création unilatérale d'un État palestinien. La position des autorités palestiniennes est très claire maintenant, indiquait le député palestinien Jamal Houail. Il s'agit d'aller vers toutes les institutions internationales et en particulier la Cour pénale internationale afin d'exposer les pratiques racistes de Netanyahou et de commencer à intensifier la résistance du peuple palestinien à l'occupation. Cet ancien ambassadeur de Turquie en Israël prévoit les mêmes conséquences pour l'État hébreu, tandis que la Maison-Blanche a réaffirmé ce mercredi son soutien à une solution à deux États. Cela nuira à la position internationale d'Israël, parce qu'il y a un soutien général à la solution à deux États, y compris de la part des États-Unis, indique l'ancien ambassadeur turc. Alors le fait qu'Israël s'écarte de la solution à deux États va avoir un effet négatif sur la position d'Israël dans le monde. Et cela rendra un rapprochement entre la Turquie et Israël plus difficile. La volte-face de Benyamin Netanyahou menace d'attiser des tensions déjà vives avec les États-Unis et l'Europe. Les parlements de plusieurs pays, dont la France, avaient appelé l'année dernière leur gouvernement à reconnaître l'existence d'un État palestinien indépendant. L'aviation américaine vient sans doute de perdre un drone abattu dans la nuit de mardi par l'artillerie syrienne. Selon des images diffusées par la télévision d'État en Syrie, cet avion sans pilote survolait la ville de Latakia dans le nord-ouest du pays. Ces images ont été diffusées par la télévision d'État syrienne. Le pays a affirmé mardi avoir abattu un avion de surveillance américain qui survolait son sol. Le drone circulait au-dessus de la région de Latakia, une province du nord-ouest de la Syrie. Si l'information était confirmée, ce serait la première fois que Damas frappe un appareil américain dans son espace aérien depuis le début des bombardements de la coalition internationale sur la Syrie. Dirigée par les États-Unis, cette coalition a débuté une campagne de bombardement contre l'État islamique dans le pays en septembre 2014. La Syrie n'y participe pas, mais le pays n'avait jusqu'ici engagé aucune action contre les appareils de la coalition. Les raids visent essentiellement les provinces d'Alep et de Raqqa, où l'État islamique compte plusieurs bastions. Cela faisait exactement un an que la Crimée avait rejoint la Fédération de Russie. Dans la foulée de la crise politique en Ukraine, hier mercredi, des milliers de personnes ont pris d'assaut les rues des grandes villes de la région pour célébrer cet anniversaire. L'an dernier, la Crimée avait décidé de faire sécession du reste de l'Ukraine après l'éviction du chef de l'État russophone Viktor Yanukovych suite à un soulèvement populaire à Kiev. La Crimée célèbre son premier anniversaire d'appartenance à la Fédération de Russie. Un rattachement pour certains, une annexion pour d'autres, mais ici à Sébastopol, les russophones s'en réjouissent. Tout autant que le chef du Kremlin, extrêmement populaire dans la région, l'intervention de Vladimir Poutine a été retransmise sur écran géant depuis Moscou. Nous réalisons que la question de la Crimée n'est pas seulement une question de territoire, même si ce territoire est stratégique, précise-t-il. C'est l'affaire de millions de Russes, de millions de nos compatriotes qui ont besoin de notre aide et de notre soutien. Merci de votre soutien. Longue vie à la Russie. Pourtant, tout n'est pas rose depuis un an. Les investisseurs étrangers ont déserté la Crimée. Le nombre de touristes a été plus que divisé par 2. Direction l'archipel des Vanuatu, plusieurs jours après le déferlement du cyclone Pam, l'aide afflue au niveau international pour soutenir le gouvernement alors que le pays a été quasiment ravagé par la violence des vents. Seulement les équipements médicaux ont du mal à atteindre tous les endroits affectés à cause de la disparition des infrastructures. Les explications de secouristes australiens. On n'a pas encore été capable de contacter toutes les victimes. En dehors d'ici, les routes ne sont pas bonnes. Et avec toute la pluie tombée après le passage du cyclone, les routes ont été durement touchées. C'est d'ailleurs l'une des priorités du gouvernement de rétablir la circulation sur ces routes. Mais encore faut-il avoir les moyens.
Cette petite fille a été blessée pendant le cyclone. D'autres membres de sa famille ont été tués. Elle ne va pas bien. Et l'hôpital n'a pas l'équipement nécessaire pour son traitement. Car comme vous pouvez le constater, il a été très endommagé. Les noix de coco mettront 5 à 6 ans à repousser, les bananes 6 à 8 mois. Ce monde est cruel, c'est un chanteur chrétien qui le disait. Et chaque jour, les événements nous donnent de constater la véracité de ses propos. Illustration encore une fois dans la ville de New Bern, en Caroline du Nord, aux États-Unis. Dans la nuit de mardi à mercredi, 3 frères âgés respectivement d'1 an, de 5 ans et de 12 ans ont été mortellement poignardés par un jeune homme de 18 ans qui a par ailleurs blessé la sœur et la mère de ces garçons. L'histoire est certes pathétique, mais surtout incroyable. Regardez. Dans la nuit de mardi, la ville de New Bern, dans l'état de Caroline du Nord, a sombré dans l'horreur. Un jeune homme de 18 ans a sauvagement tué une fratrie entière. 3 frères, âgés respectivement d'1 an, 5 ans et 12 ans, poignardés alors qu'ils étaient à l'abri dans leur maison. Présente sur les lieux, la mère de famille et la sœur aînée s'en sortent, elles, avec de sérieuses blessures. This is a horrific event for any community, and we're certainly going to investigate it to the fullest. Membre de la communauté birmane de New Bern qui compte près de 2000 ressortissants, les victimes et le suspect se connaissaient, mais on ignore encore le mobile du crime. Et comme la tradition l'exige, dans ce journal, on termine avec une information religieuse qui nous emmène en France où l'Observatoire de la christianophobie a publié pour la première fois un rapport sur des actes antichrétiens en France. En 2014, le collectif indépendant a recensé 186 agressions, soit une moyenne d'une agression chaque 2 jours. La plupart d'entre eux sont des actes de vandalisme, d'incendie ou de profanation de lieux de culte chrétien. C'est donc sur cette information que l'on se sépare pour ce jeudi. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien et que la paix de Dieu nous garde tous. Au revoir.